tous. Bonsoir Christian. Bonsoir Estelle, bonsoir à tous. Bien, nous nous retrouvons ce soir pour une conférence où nous allons voir ensemble comment se protéger des autres quand on est une éponge. Je crois que le sujet est dense à ce niveau. Oui, absolument. Bien. Alors, écoute, on a reçu des témoignages de plusieurs personnes en fait qui justement se plaignent d'être une éponge, en tout cas ont des difficultés dans leur vie au quotidien. Oui. Et absorbe, comme on dit, absorbe les émotions des autres, le stress des autres, la déprime des autres, et qui nous ont écrit pour se renseigner un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire contre cela, qui nous ont aussi fait part de choses qu'elles ont tentées de leur côté, avec plus ou moins de succès. Alors évidemment, je ne peux pas retenir toutes les questions, et j'espère que les internautes qui nous ont écrit, ceux qui n'auront pas été sélectionnés, ne nous en voudront pas. J'ai surtout retenu des questions représentatives, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était les mêmes choses qui revenaient à chaque fois. Voilà. D'accord. Alors, on y va quand tu veux. Très bien, écoute, vas-y. Très bien. C'est parti. Alors, écoute, la première question nous a été posée par Clara, Oui. qui nous explique et qui nous dit « J'ai appris à me protéger des émotions et des problèmes des autres en me mettant dans une bulle de protection. Mais en réalité, je reste une éponge. Qu'est-ce que je fais d'incorrect ?» Alors, évidemment, ça paraît très intellectuel. C'est-à-dire, une protection, quelle qu'elle soit, reste une croyance. Et on peut mettre une bulle, on peut mettre ce qu'on veut d'ailleurs, on peut mettre plein de choses. On peut se mettre une bulle de lumière, une bulle de ceci, une bulle de cela, une protection inventée, on peut tout faire. Oui, j'avais aussi une enveloppe, un peu comme une enveloppe lumineuse. Oui, une enveloppe lumineuse, enfin on peut faire oui. ce que l'on veut, c'est simplement intellectuel. Et il est évident que c'est un placebo, ce qu'on appelle. Bon, ça peut marcher, mais ça marche très peu de temps, parce que c'est un placebo. Donc il est évident que ça reste intellectuel, mais que l'intellectuel va bloquer un petit peu le côté émotionnel quelques instants. D'accord. Alors, il est évident qu'à partir de ce moment-là, ça fonctionne, mais très peu, ou pas du tout, ou très lentement. Mais en tous les cas, ça se termine toujours par « ça ne marche pas ». C'est toujours le même principe, parce que c'est intellectuel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est une éponge, en fait, qu'il y ait une protection devant intellectuelle ou autre, dans d'autres formes même de protection, l'émotionnel passe. C'est-à-dire qu'on ne peut rien mettre entre, par exemple, ce que l'on voit, qui est dramatique, par exemple, et soi-même. Alors après, c'est simplement un filtre de soi-même avec soi-même, mais en tous les cas, la résonance va passer. La résonance de, je ne sais pas, la personne a une émotion, la personne est en difficulté, la personne déprime en face, et je prends ça, évidemment, émotionnellement, en pleine figure. Et donc, je peux mettre ce que je veux, ça ne pourra pas fonctionner. Quand tu dis que c'est une protection intellectuelle, nous, on a une idée, puisqu'on sait comment on fonctionne à ce niveau-là en tant qu'être humain, mais la protection intellectuelle, c'est plus de l'ordre de penser à quelque chose, se faire une image de quelque chose, une idée de quelque chose, mais en aucun cas, ça déclenche profondément quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que ce qui est intellectuel, ce sont les pensées, bien sûr, les pensées intellectuelles. Et donc ces pensées, évidemment, vont détourner quelques instants la situation intérieure, juste d'une façon très vive. Mais en fait, ce n'est pas intellectuel ce qui arrive. L'éponge, ce qu'on appelle l'éponge, c'est-à-dire la partie profonde de notre être, n'est pas intellectuelle. La sensation. C'est la sensation, bien sûr, et cette sensation, on peut mettre ce que l'on veut dessus intellectuellement, ça ne marchera pas, pour des raisons évidentes. En fait, ça reste intellectuel. On peut dire quelque chose, par exemple, ce qui est intellectuel, et être profondément blessé. Quelqu'un, par exemple, qui est une éponge, elle va entendre quelque chose qui va la blesser profondément. Et il est évident qu'on peut mettre n'importe quelle forme de protection intellectuelle, mais l'intellectuel n'est pas la profondeur de l'être.
Donc à partir du moment où la personne est confrontée directement à sa sensation interne, on peut mettre aucune protection, puisque c'est la première chose qui vient dans la production de la conscience, c'est la sensation. D'accord. La pensée vient qu'après. D'accord. On l'abordera tout à l'heure ou on le développera tout à l'heure Avec plaisir. D'accord, très bien. Bien, alors deuxième personne, c'est David en fait. Alors David, lui, s'inquiète pour sa sœur, puisqu'il nous explique que ma sœur invoque l'univers pour se protéger des énergies négatives des autres. Mais j'ai l'impression qu'à force, elle devient paranoïaque. Comment arrêter son enfermement ? Alors il y a qui peut arrêter son enfermement, hein. Personne ne peut intervenir sur l'enfermement de l'esprit d'une personne. Mais bien sûr, on peut aussi avoir des attitudes intérieures qui vont permettre de réouvrir cette personne. Mais là, évidemment, c'est une démarche un peu plus sectaire, puisque si on invoque l'univers, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? J'invoque l'univers, je fais appel à l'univers, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans l'univers, il y a des astres. Tu l'écris en combien de mots? Oui, des astres en 2 mots pour l'instant. Mais voilà, il y a des astres, il y a plein de choses, évidemment. Mais ces choses-là n'ont pas vraiment de rapport direct avec notre éponge intérieure. C'est une autre façon de mettre en fait une protection. D'accord. Donc c'est une protection là intellectuelle, mais qui est plus évidemment un peu plus philosophique, tout simplement. Donc c'est plus la bulle de protection, c'est l'univers protecteur. Mais on reste toujours dans le même sens. Par contre, c'est quand même très souvent un discours un peu sectaire, hein. C'est-à-dire que la personne, elle va commencer à croire en une personne, parce que quand on est une éponge, on veut croire en tout, du moment que ça s'arrête, du moment que notre fragilité intérieure, parce que c'est quoi être une éponge? C'est d'être évidemment les émotions entièrement à nu. C'est-à-dire que toutes nos émotions sont entièrement à nu et il n'y a pas de filtre. Donc dès qu'il y a quelque chose, évidemment, il y a une inflammation intérieure émotionnelle qui est insupportable et qui nous plante vraiment profondément. Évidemment, ça peut être destructeur. C'est destructeur parce qu'évidemment, il n'y a pas de sens à cela. Donc il y a un sens très négatif, on va dire ça comme ça, parce que évidemment, ça m'emmène dans des émotions catastrophiques. Donc, et ce n'est pas une plaisanterie. L'émotion est bien ressentie, la personne est bien dans ses émotions, très carrée, et évidemment, il y a 2 solutions. Soit on essaye de vivre comme avant, quand même, parce qu'il faut bien vivre, et puis là, c'est l'éponge au quotidien, ou alors on s'enferme dans un système de croyances, et là, on va s'enfermer de plus en plus. L'enfermement de l'esprit va faire l'enfermement du corps. Et on est presque là jusqu'à ne plus sortir et de craindre tout le monde. C'est-à-dire que la moindre chose, étant donné qui m'atteint, c'est-à-dire que je suis atteint par n'importe quelle personne ou n'importe quelle chose, il est évident que j'arrête de sortir, et j'arrête de parler, j'arrête de vivre, et donc je vais devenir paranoïaque parce que chaque personne qui va être dans ma vie, qui va me déclencher ce genre de choses, je ne supporterai plus. Donc il est évident que pour moi, toutes les personnes deviendront au fur et à mesure, évidemment, des ennemis. Donc, d'où la paranoïa. À un moment donné, je vois le monde très mauvais partout. Oui, parce qu'il y a une accumulation. Comme en plus, elle n'arrive pas à se débarrasser de ce qu'elle a emmagasiné, si je puis dire ainsi. Bien sûr. En fait, elle devient de plus en plus à fleur de peau, d'où sa nécessité de s'enfermer de plus en plus, parce que peut-être ce qui se déclenchait au bout de X temps auparavant, en fait, doit se déclencher de plus en plus rapidement. Absolument. Et oui, imagine que si quelqu'un, par exemple, entend un son 100 ou 150 fois plus fort que d'habitude, il est évident qu'il va se protéger des sons de partout, ce qui est logique, ce qui est normal.
Donc on va chercher plein de choses. Alors il va se mettre un casque, mais en tous les cas, comme ça c'est intérieur, les sons résonneront intérieurement de la même façon. Donc évidemment, c'est une protection, toujours pareil. Alors après, l'univers, c'est quelque chose qui n'est pas démontrable. Hein. Je pense que l'univers peut faire là-dedans. Enfin voilà, c'est pas démontrable. Et à partir de ce moment-là, la personne fait plus confiance à l'univers, parce que comme ça, il n'y a personne. Il n'y a personne, tout au moins, qui vient me provoquer. Et à ce moment-là, je serai moins une éponge. Oui, quand tu dis il n'y a personne qui va me provoquer, ceci dit, on reçoit des témoignages de personnes qui sont convaincues qu'il y a des fluides qui viennent de l'univers et qui passent en elles et qui les déstabilisent. Donc il n'y a personne, mais il y en a quand même qui disent qu'il y a des choses qui viennent, que l'on canalise et qui restent en nous, et ils vivent très très mal avec cela parce que justement, ils n'arrivent, comme c'est dans leur tête, mais qu'ils sont persuadés que ça vient de l'extérieur, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Oui, ce que l'on peut comprendre, parce qu'il est évident qu'il faut bien un coupable. Hein. Il faut bien que quelque chose ou quelqu'un m'emmène là-dedans. Donc il est évident que quand il n'y a personne au quotidien et qu'on est bousculé par ses émotions, on peut penser que ça vient de l'univers, de l'extérieur, mais avec des choses un peu bizarres, des fluides ou ce genre de choses, ou des esprits, des entités qui ne sont que, évidemment, fantasmes, hein, c'est évident, mais il faut bien trouver un coupable. Parce que le coupable, ça ne peut pas être moi. Et bien sûr, nous ne sommes pas coupables non plus, c'est évident. Mais en tous les cas, ce qui est important à comprendre, et c'est là tout ce qui va se jouer en fait au niveau émotionnel, c'est que si je regarde quelque chose, quel que soit, un tableau, un film, par exemple, un film, ça peut être la porte ouverte justement à quelqu'un qui est une éponge. Il voit quelqu'un en train de se suicider, il voit un monstre, etc. La personne, elle est dans un état qui n'est pas possible, alors qu'elle sait même très bien que c'est un film. Et là, il n'y a pas l'univers, ce n'est qu'un film. Donc, simplement, des couleurs et des lumières qui défilent sur un écran, avec quelques sons. Et pourtant, ça me met dans un état qui n'est pas possible. Parce que je crois, verbe croire, la croyance, à l'histoire. Et l'histoire, ça, c'est pas gênant, c'est pas pathologique. Mais l'histoire m'emmène dans un vécu intérieur désastreux. Je suis une véritable éponge. En fait, ce que je ne vois pas, quand je vois un film, par exemple, c'est que le film, c'est le film qui déclenche en moi quelque chose. Ce n'est pas le film qui lui-même m'envoie des rayons. C'est le film qui m'atteint profondément parce que, justement, ça résonne en moi. Et c'est ça, cette partie extrêmement subtile de cette dualité, mais je pense qu'on en parlera un petit peu comment tout à l'heure, c'est le fonctionnement humain que l'on ne connaît pas. Et on pense que si quelque chose ne va pas en nous, ça vient de l'extérieur. L'extérieur, oui, et bien là, est un déclencheur de ce que j'ai en moi-même. D'accord. Bon. Donc, aucune autre partie pourra gérer cela, que moi-même, bien sûr. Et on le verra. Et ça, c'est la bonne nouvelle. D'accord. Tu as parlé de sectaire tout à l'heure, avec cette notion d'univers et d'enfermement. Tu peux en dire un peu plus peut-être? Oui, sectaire dans le sens où il n'y a que des démarches, évidemment, qui ne sont pas fondées. Voilà. Il faut croire sur parole. Il faut croire sur parole. Donc il n'y a aucune précision, tout est une forme de croyance. Donc tout ce que les sectes vont dire ne seront pas démontrables. Donc c'est plus simple. C'est plus simple évidemment parce que il faut croire ce que la personne va dire. Et généralement, il ne faut surtout pas poser de questions d'ailleurs. Vaut mieux pas, parce que quand on pose des questions, on aura une réponse magique, évidemment. Hein. Il y a tellement de personnes qui ont des sectes, j'en ai connu moi aussi des personnes qui se disaient, étant nées d'une planète autre que la Terre, hein, bien sûr. Et en fait, cette personne-là, je la connaissais, puisque
on a été en classe ensemble, il vendait des disques à la sauvette à la fin. Donc, c'est assez drôle quand même. Donc, il n'est pas du tout venu d'une planète. Il était bien ancré et sa maman, d'ailleurs, existait bien. Bon. Très bien. Je te laisse à tes souvenirs. Alors, Sébastien, pour une troisième question, nous écrit « J'ai lu dans un livre de coaching que pour arrêter d'être une éponge émotionnelle, il faut se remplir de pensées positives. Le problème, c'est que dès que j'arrête de penser au positif, le négatif revient. » Je m'en doutais. Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, c'est pas moi, c'est lui qui te le demande. Alors là, non, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'il est évident que la pensée positive a fait le tour du monde, mais ça ne marche pas à la longue. C'est encore une forme de protection, si tu préfères. Bon. On essaye plein de protections. Alors après, c'est des protections qui sont un peu plus sensibles, bon voilà quoi, qui sont un peu moins psychédéliques. Hein, mais en tous les cas, ça ne marche toujours pas, parce que c'est quand même une protection. En fait, il n'y a pas, évidemment, bon, l'alternance, en fait, j'ai des pensées positives ou négatives, en fait, montre bien le fonctionnement humain que l'on ne connaît pas. Donc c'est là le centre même du travail, c'est-à-dire c'est cette partie de la dualité, en fait. Nous sommes duels à la naissance. C'est-à-dire que nous avons, évidemment, deux petites voix en nous, quoi, si tu préfères. Ce que l'on voit dans les dessins animés avec le petit diable et voilà, le petit ange. Le petit diable, le voilà. petit ange, hein, un petit peu ce côté duel, en fait, Tiraillé. toujours. Hein, voilà, et puis quand on s'auto-parle, par exemple, hein, on peut même s'engueuler intérieurement. C'est ça qui est drôle. Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec soi-même. Alors, il y a une partie de nous qui dit « Ah ben non, quand même, tu devrais faire ça ». Puis l'autre partie qui dit « Oh ben non, c'est pas la peine, enfin, pourquoi faire ?» Enfin, bref. Et on est toujours dans cette dualité intérieure. Et ce n'est pas forcément une dualité négative. Quand je dis dualité, nous sommes deux intérieurement. Et comme je dis avec humour, tant qu'on n'est pas 34, bon, ça va. Hein. On est dans notre... un petit peu dans nos névroses, mais ça ne va pas plus loin. Acceptable. Acceptable, tout à fait, par notre quotidien. Mais en fait, ça nous bouffe la vie. Ça nous bouffe la vie parce que dès qu'il y en a un qui part, il y en a un autre qui revient. Parce que nous sommes faits de cette façon, en dualité. Et dans cette dualité, évidemment, il y a une partie que l'on aime plus. C'est la partie positive, évidemment. Seulement, cette partie positive, elle est aussi fabriquée par nous-mêmes, par cet ego intérieur, peu importe le terme, mais par nos voiles, par nos valises, si tu préfères, avec ou sans poignée d'ailleurs. Bon. Donc c'est vraiment ce côté extrêmement pénible, parce qu'en fait, dès que je veux être un petit peu heureux, ce qui se passe, on est heureux quand même de temps en temps, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas le problème, mais immédiatement, il y a des pensées négatives qui viennent forcément là. Parce qu'il y a un côté, évidemment, ça ne va pas durer. D'ailleurs, c'est ce que j'entends souvent en cabinet, c'est trop beau pour être vrai. Je suis bien, ça ne va pas durer, c'est trop beau pour être vrai. Donc la personne me dit, je suis déjà en train de me polluer mon bien-être à penser négativement. Absolument. Et en fait, et bien sûr, beaucoup de personnes ont dit, puisque voilà, il y a un côté qui est positif, autant le garder, quoi. Bah oui, mais c'est pas si simple, la vie. Alors, on veut garder ce côté comme positif. Alors, on va penser au positif. Alors, on va se faire des films positifs, on va écouter des choses positives, on va faire des pensées positives, etc. Mais tout ça, c'est de la fabrication, comme le reste. Et dès qu'il y a fabrication, il va y avoir écroulement. C'est-à-dire que c'est comme une maison. On va la faire, et puis à un moment donné, dès qu'on a terminé, évidemment, le processus évidemment, de mort est entamé de notre propre maison. Et puis, il faudra un peu de temps. Mais nous, ça va un peu plus vite. C'est-à-dire que dès qu'on va commencer à vouloir positiver, appelons ça comme ça, on va enchérir, on va surenchérir cette partie qui est positive, bien sûr, pour nous-mêmes, mais qui est une fabrication mentale. Je fabrique mon bonheur. Donc, il ne durera pas, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, l'autre côté, qui lui aussi existe, sans le nier, il existe, il est bien là, va prendre le relais. Et ça, c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, tu sais, c'est un peu la sinusoïdale qui, évidemment, qui est présente, et c'est les montagnes russes, quoi. Donc un jour, c'est là, puis des fois c'est là, puis des fois c'est ici. Mais en tous les cas, dès qu'il y a un processus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dès que le processus, évidemment,
est entamé dans cette dualité, vu que nous sommes duels, il est évident que l'on ne pourra jamais être unis dans cette dualité. C'est impossible. Donc il va falloir ni positiver, ni négativer non plus, c'est pas le but, mais c'est d'unir ces deux pôles qui sont là, les unir par une pratique qui vont permettre qu'ils se rapprochent et d'un seul coup donner une autre forme intérieure de pensée, qui ne seront ni négatives ni positives. C'est autre chose, c'est une partie de ce bien-être de la sérénité, et donc, pour cette personne, il faudra qu'il transcende, qu'il transforme ce côté positif qu'il souhaite, et ça c'est bien. Mais pour que ça dure, il faudra pratiquer des formes de méditation pour que les deux pôles que nous avons en dualité deviennent unis. Et c'est ça le drame, c'est-à-dire que nous ne connaissons absolument pas, ou très peu, il faut que ce soit des grands maîtres qui nous le rappellent, le fonctionnement humain. Nous sommes nés avec une pratique intérieure duelle, alors qu'il faut qu'elle soit dans l'union. Et il n'y a que la méditation, les formes de méditation, qui permettent cette union intérieure pour arrêter évidemment ces pensées positives et ces pensées négatives. Voilà pourquoi. D'accord. Bon. Merci. Et puis, dans les questions qui étaient là pour brosser un petit peu des tendances générales, j'en ai sélectionné une 4e et dernière de témoignage. En fait, c'est Sophie qui nous explique et qui nous dit: au travail, une de mes collègues passe son temps à se plaindre et me pompe toute mon énergie. Je pense carrément à demander de changer de service, mais que faire si ça recommence avec quelqu'un d'autre? Faut rechanger de service. Faut changer de collègue. Faut mieux qu'elle prenne une place dans le routard. Un peu de sérieux, mais voilà quoi. Oui. Évidemment, je comprends très bien parce simple, que c'est toujours très délicat parce qu'il y a toujours des personnes qui vont, entre guillemets, pomper l'autre. Alors je dirais d'abord à cette personne, on n'est pas obligé de se faire pomper. L'énergie, je parle, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est important parce que cette énergie, évidemment, quand on pompe l'énergie à l'autre, c'est parce que l'autre se laisse pomper l'énergie. C'est ça qu'il faut comprendre déjà. Oui, parce que c'est vrai que dans ces situations, on peut voir que certaines personnes, face à la même personne que l'on qualifie de venir pomper l'énergie, il y en a qui tiennent parfaitement très bien, mais sans se forcer, quoi. Bien sûr. Et puis il y en a d'autres qui, effectivement, se laissent complètement pomper l'énergie. Bien sûr. Et bien sûr, la personne ira quand même plus vers quelqu'un qui se laisse pomper l'énergie. Parce qu'elle, elle a envie de l'énergie, donc elle pense, elle veut pomper l'énergie. C'est dans sa tête, parce qu'on ne peut pas pomper l'énergie. Hein, et l'autre aussi ne se laisse pas envahir. Mais en tous les cas, elle se fatigue énergétiquement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas qu'elle se fasse pomper l'énergie, on dit ça, mais elle ne fait pas pomper l'énergie, elle le fait simplement, évidemment, c'est un peu une effraction d'elle-même, avec elle-même, et cette énergie qui était présente, en fait, à un moment donné, vient, c'est-à-dire que la fatigue arrive, parce qu'elle est toujours en train de vouloir en faire quelque chose de ce qui est dit. Il n'y a rien à en faire, que simplement l'écouter éventuellement, et puis aussi peut faire peut-être une petite pratique pour ne pas se laisser pomper l'énergie. En fait, voilà, c'est ça le sens du travail, c'est qu'on pense que c'est l'autre qui pompe l'énergie. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que la personne sent bien que son énergie est pompée, ça, je suis d'accord, mais elle n'est pas obligée de se laisser faire. Elle n'est pas obligée de se laisser pomper l'énergie. Alors que l'autre, elle fait ça, non pas pour pomper l'énergie, mais c'est simplement pour pouvoir exister un peu plus, ou pouvoir confier ses problèmes. Et bien sûr, dès qu'on sent quelqu'un qui est plus ouvert à écouter les autres, on va plutôt vers elle. Ceux qui ne se laissent pas pomper l'énergie, ce qui n'est pas une bonne chose non plus, n'écoutent pas les autres ou ne veulent pas les écouter. Ou les écoutent, mais ils font semblant d'écouter. C'est un peu des fois quand on regarde un film, et en fait on ne voit pas le film. On pense à autre chose.
peut-être qu'il se laisserait peut-être pomper. Donc, il ne se laisse pas pomper parce qu'il pense à autre chose. Mais peut-être qu'il pourrait, mais comme ça ne les intéresse pas, donc ils ne mordent pas à l'hameçon, si tu veux. Et l'autre personne, eh ben, elle, évidemment, elle se laisse pomper l'énergie parce que il est évident que cette résonance intérieure est bien présente et la personne, elle se sent vidée, quoi. Mais c'est réellement, elle se sent vidée. Est-ce qu'elle est vraiment vidée? Oui. Mais c'est elle-même avec elle-même. C'est ça qu'il faut qu'elle comprenne. Elle n'est pas obligée. Alors ça, bien sûr, c'est aussi un travail à faire. Hein, c'est évident. C'est pas quelque chose comme ça. Je ne peux pas répondre, évidemment, intellectuellement. Enfin, je réponds intellectuellement, mais ce n'est pas avec ça que la personne va pouvoir aller plus loin. Mais en tous les cas, il faut qu'elle comprenne déjà le mécanisme. C'est comme quelqu'un qui regarde un film. Il y en a un qui se laisse avoir par le film, dans le sens tout à fait sympathique. Il y en a un qui pleure, il y en a un autre qui s'effondre, il y en a un troisième qui dit « mais qu'est-ce qui leur arrive ?» Donc personne n'est évidemment équivalent dans cette partie pour dire « cette personne me dit ça, c'est elle qui me pompe ». Non, c'est vous qui vous laissez pomper. Oui, donc ça veut dire qu'il y a une partie qui est vraie et une partie qui est erronée. La partie qui est vraie, c'est la sensation de fatigue ou d'être pompé que ressent la personne. Ça, il n'y a pas à négocier quoi que ce soit dessus. C'est une sensation et c'est véritable pour elle. Mais la partie qui est erronée, c'est de croire que c'est l'autre qui nous fait ça. Absolument, tout à fait. Donc c'est l'interprétation qu'on fait de ce que l'on ressent qui est erronée. Hein. Absolument, c'est tout à fait ça. Pour cette raison qu'il faut bien comprendre les mécanismes humains. Sinon, on va encore mettre des protections, changer de service, etc. Ça sera pareil. Parce que de toute façon, le mécanisme est là. Et c'est le mécanisme de la personne qui se fait, entre guillemets, pomper l'énergie, ou c'est elle, évidemment, qui part intérieurement. Alors après, c'est souvent, pas toujours, c'est souvent alors bien sûr, ce sont des personnes qui sont très vite atteintes parce qu'elles ont un système émotionnel, j'allais dire, à fleur de peau, vraiment, le moindre chose par des proportions, et ça les met évidemment dans une dépendance intérieure terrible, qui les renvoie bien sûr un peu à leur fabrication mentale intérieure, et vu qu'elle me dit ça, je m'écroule. Vu qu'elle me dit ça, je m'écroule encore un peu plus. Vu qu'elle me dit ça, qu'est-ce que je vais lui répondre? Mais c'est un travail intérieur. Il n'y a rien à répondre. Il y a avant tout une situation où une personne a vraiment tombe sur une personne qui entre guillemets, se laisse faire. Je m'entends, dans le bon sens. C'est-à-dire qui écoute, et ça c'est bien, pas de souci. Mais si je ne suis pas formé à cette écoute, dans un sens évidemment relationnel, je vais m'écrouler avec la personne. Tout à fait. D'accord. Très bien. Alors on va peut-être pouvoir aller plus loin parce que en fait, pour faire des liens avec notre fonctionnement, si on réfléchit quelques instants dans tous ces témoignages là, que l'on vient de voir de personnes, en fait, elles croient clairement qu'elles ressentent les autres, les personnes que l'on a vues, là, elles sont persuadées que ce qu'elles ressentent, ça vient des autres, oui. Et elles cherchent une solution par rapport à ça. Donc leur postulat de base de vouloir se protéger, en fait, pour aller mieux, est erroné, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la personne pense que c'est l'autre qui l'emmène là-dedans. Alors elle peut l'emmener là-dedans, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Alors, par exemple, si tu préfères, un coup de klaxon égale colère. Mais tout le monde ne se met pas en colère devant un coup de klaxon. Et le klaxon n'est pas une colère. Le klaxon déclenche la colère qui est en moi. Et ça marche de cette façon. Alors, justement, j'aimerais bien que tu me parles de la résonance maintenant, qui est l'explication de ce fonctionnement que tu as abordé déjà à travers les réponses que tu nous as données sur ces témoignages. La résonance, pour moi, c'est le fonctionnement humain. L'être humain, en général, ne fonctionne que par résonance. Alors, il faut définir la résonance, bien sûr. Oui, puis donner aussi plein d'exemples, peut-être, pour qu'on comprenne, par exemple, avec le coup de klaxon, mais avec des personnes différentes, ce genre de choses. C'est-à-dire que nous avons évidemment 5 entrées par le corps, hein, bon, les 5 sens, hein,
La vue, bien sûr, les oreilles, le nez, le toucher, le goût, etc., sentir, parler, etc. Bien. Donc ces 5 sens nous mettent dans une disponibilité intérieure agréable, désagréable, voire neutre. Voilà à peu près comment nous fonctionnons. Et on pense que, par exemple, si je regarde un tableau, et puis je me dis « Ah, ce tableau, qu'est-ce qu'il est beau, il me remplit de joie », je pense que c'est le tableau qui me remplit de joie. Bah oui, puisque je le regarde et ça me remplit de joie. Je suis d'accord avec ça. Le vrai problème, c'est comment ça fonctionne, l'être humain. C'est le tableau qui me rend heureux? C'est pas sûr. Par contre, quand je le regarde, ces couleurs, les formes couleurs, etc., ça me renvoie à quelque chose intérieurement. Et ça déclenche en moi quelque chose qui est déjà en moi. C'est ça, tout l'art de comprendre à ce niveau. Par exemple, le même tableau, quelqu'un va passer, puis il va dire « C'est quoi ce tableau ?»« Ah, moi je me mets à genoux, hein, tu ne peux pas savoir, ça me renvoie à l'univers. » Oh, c'est un truc qui est fabuleux. Et l'autre dira « Mais c'est une vraie croûte ton truc, c'est vraiment moche. » Moi, c'est sa résonance à l'autre, et moi, c'est ma propre résonance. Le quatrième passera en disant alors franchement, moi, ça me laisse complètement indifférent. Hein. Mais alors, c'est ni bien ni pas bien, ça me laisse complètement indifférent. Quand est-ce qu'on mange? C'est ça. Parce que, sans le champagne, parce qu'on va profiter de quelque chose. Bah oui. Bon. Et en fait, tout simplement, ça c'est la vision. Bon, voilà. On peut voir aussi une très belle biche dans la forêt, et pour un, ça sera sa résonance. Tu as bien compris que c'est une question de résonance intérieure de l'autre. En fait, c'est la façon dont on perçoit cela. Et moi, je pense que c'est ça qui me fait du mal. C'est la personne qui me parle qui me fait du mal. Mais non, c'est moi-même avec moi-même. Je ne suis pas obligé de faire cela. Et la personne, elle va dire, ah bah tiens, cette biche, tiens, c'est un bon cassoulet. Bon. Et puis une autre va dire, ah, c'est une belle bête, c'est un bel animal, etc. Et la personne, un peu plus spirituelle, dira, ah, c'est une très belle énergie, elle est magnifique. Chacun aura sa propre résonance. Donc la personne ne fonctionne que par, l'être humain, je parle bien sûr, ne fonctionne que par résonance. Un autre, les sons, la même chose, un coup de klaxon égale colère, etc. Oui. Est-ce que tu me permets de te poser une question à ce niveau-là, quand tu parles de la biche, en fait, qu'il y en a un qui voit un cassoulet, il y en a un qui voit un bel animal et l'autre une belle énergie. Qui a tort, qui a raison? Personne. C'est ça la difficulté. C'est que c'est mon propre vécu et j'ai raison avec moi-même, si tu préfères. Ça, c'est clair. Ça, j'ai raison avec moi-même, je suis bien avec moi-même et je trouve ça très beau. J'ai le droit de trouver ça aussi très laid. Le problème n'est pas là, en fait. Parce que c'est simplement ma résonance face au monde. Ma façon d'être, en fait. C'est ma façon d'être. Ma façon d'être. Mais je ne suis uniquement, dans ma vie, qu'une résonance. Alors, une résonance extrêmement... Il y a des formes de résonance en moi. Il y a la résonance qui est, on va dire, un peu superficielle. C'est un tableau. Oui. Par contre, ma résonance très profonde, c'est un tableau qui est magnifique et merveilleux, c'est spirituel, ça me transporte. Ça, c'est ma profondeur résonance. Donc, dans une résonance, il y a tout un éventail, évidemment. On n'est pas là, on n'a pas le temps de développer, mais c'est une résonance globale face au monde. Et bien sûr, face au monde, je vais avoir, par exemple, ce côté, j'entends une musique, voilà, ça résonne en moi. La musique n'a rien à voir là-dedans. La musique, ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette musique. Oh là là, c'est l'horreur, ça me casse les oreilles. Le troisième, pour la même musique, on me disait, ah, bon, quand est-ce qu'on passe à table? Chacun aura sa résonance. Personne n'a tort ou personne n'a raison. Parce que dès qu'on a tort ou raison, ou que c'est bien ou que c'est mal, nous sommes dans la dualité. C'est là le problème de la compréhension humaine. On est dans la dualité.
moi je sens ça, je suis intelligent, j'ai forcément raison. Seulement, l'autre qui est à côté de moi, il pense pareil. On s'entend autre chose. Et puis, voilà. Donc, pour la même chose, ça peut faire des guerres au fur et à mesure. Voilà pourquoi c'est intéressant de voir ce profil de résonance, parce qu'on n'en parle pas. J'ai inventé, non pas le mot, puisque le mot, mais la résonance a été souvent dite dans la forme, on va dire, psychologique, mais pas suffisamment la compréhension sur un plan global. Et pour moi, ça c'est important. Et c'est ce mot que je mets en avant à l'Institut, parce que tout part de là. Tout part d'une résonance. Et cette résonance, on peut voir qu'elle existe bien. Hein, si on se penche simplement sans faire 20 ans de méditation. On est chez soi, bon, on est tranquille. On est dans un fauteuil, on rentre, on se dit tiens, 5 minutes de repos, c'est merveilleux. Et j'ai envie de ne rien faire. 20 secondes après, une pensée arrive. Oh, nom d'un chien, j'ai oublié de faire ça. Et demain, et après-demain, et sur-après-demain, et pourquoi pas. Oh là là, il y a un tel qui vient manger demain soir. C'est parti. La résonance, elle est par les 5 sens, mais aussi par le 6e, qui est directement l'esprit. Bon courage. Bon. Voilà ce que c'est la résonance. Oui. C'est nous. Oui. Et en fait, les exemples que tu donnes montrent que finalement, qu'il y ait des personnes en face de nous ou pas, ou un tableau ou pas, même tout seul, on est capable de se déclencher, comme tu disais, des pensées qui viennent nous polluer, Absolument. voire des angoisses qui montent toutes seules quand on est tranquillement chez soi. En fait, finalement, on n'a pas besoin d'être en face de quelqu'un pour ressentir des angoisses, ça vient tout seul. Aussi. Alors, il y a des personnes qui peuvent déclencher une angoisse. Hein, bon, par exemple, parce que cette personne ressemble étonnamment à quelqu'un, je ne sais pas quoi, et puis là, ça me prend, etc. Mais sans même, on va dire, un objet, quel qu'il soit extérieur, il y a l'objet intérieur qui est le mental et qui aussi nous remet dans cette même résonance, parce que l'objet nous remet dans cette résonance mentale. Toujours la même. Donc elle est déjà en moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est déjà en moi, cette source. Oui, donc ça veut dire qu'en nous, il y a, on va dire, une double source de dualité. Oui. Il y a une partie qui va bien, oui. Et il y a une partie qui ne va pas bien. Exactement. Et en fait, par résonance, on en redéclenche une des deux. Voilà. Et on pense que si on redéclenche la partie qui va bien, ça va rester. Parce que justement, bien sûr que non, puisque nous sommes en dualité. Et comme on est en dualité, c'est ça le drame. C'est-à-dire que même tout ce qui est psychologique, on pense qu'on est en dualité, et c'est la vie, c'est normal. C'est pas sûr du tout, ça. Ça, c'est pas sûr. Et c'est de passer de la dualité à la non-dualité, ou à l'unité, si tu préfères. Et c'est là le sens même du travail. Sinon, il y aura toujours des choses positives, donc forcément des choses négatives. Mais ça, c'est la dualité. Et ce n'est pas du tout, comme je viens de te le démontrer, la réalité. La dualité existe bien en nous, mais ce n'est pas du tout la réalité. Que j'aime cette chaise ou pas, j'en discutais avec la chaise il y a 10 minutes, elle s'en fiche complètement. Très bien. Je pense que par rapport à la résonance, on a balayé en fait. Je pense, oui, puis ce soir, on ne peut pas non plus aller plus loin. Mais en fait, c'est tout l'objet, en fait, tout le centre de notre fonctionnement en tant qu'être humain. Si on va bien ou si on ne va pas bien, c'est parce qu'en nous, on a deux potentiels, en fait, et par résonance, on se les redéclenche sans arrêt. Absolument. Alors, en fait, le vrai challenge, si je puis dire, c'est déjà de connaître ce fonctionnement. Parce que tant qu'on ne le connaît pas, on va penser que ça vient de l'extérieur. Bien sûr. Et donc, on va chercher des solutions qui ne peuvent pas être pérennes, comme on le voyait avec les témoignages des personnes. Absolument. Et si on le connaît, mais ça ne suffit pas de le connaître, parce que là, ça rejoint ce que tu disais, ça reste intellectuel. Ce n'est pas parce que je sais pourquoi j'ai mal que j'arrive à arrêter d'aller mal. Donc après, il faut avoir une pratique qui permette d'utiliser ce fonctionnement intérieur. Et une pratique centrée sur la connaissance de ça. Oui, tout à fait. Parce que sinon, on peut avoir n'importe quelle forme de pratique. Voilà. Qui sont souvent d'ailleurs centrées sur l'extérieur, étant donné cette dualité. Bien sûr. D'accord. Donc c'est un pas à faire plus loin qui est justement de faire un travail pour, étant donné que je suis fait des deux, en fait, eh bien, j'ai une possibilité
de changer, mais à condition de transformer cette résonance au fur et à mesure. Absolument. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle, ça va rejoindre un peu des témoignages qu'on a eus tout à l'heure. Ce sont des professionnels de la relation d'aide qui nous ont écrit, et parce que justement, eux sont plutôt bien placés ou mal placés, ça va dépendre de cette résonance que l'on a, mais en tout cas, qui sont régulièrement bousculés dans leur pratique en tant que professionnels de l'écoute et de la relation d'aide, puisque ils sont là pour accompagner ou aider des personnes qui ne vont pas forcément bien. Ouais. Et eux, à la fin de la journée, ils ont du mal à aller bien, à écouter cette souffrance. Donc voilà, j'ai retenu le témoignage de Gilles, thérapeute, et qui nous dit « Je reçois des personnes en souffrance toute la journée. Je vais tellement mal à les écouter que je suis obligée de me refermer sur moi-même pour me protéger. » Ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, voilà, on fait ce qu'on peut, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il nous dit qu'au début, je pensais que je devais encore développer ma pratique. Donc, il a mis ça sur le compte d'un savoir-être à acquérir. Mais 4 ans après, rien n'a changé. Voilà. Alors, la question que moi je te pose à partir de ce témoignage, c'est en tant que professionnel de la relation d'aide, comment rester dans l'ouverture à l'autre et l'écoute bienveillante, puisque c'est ce que viennent chercher les personnes qui souffrent en fait, mais en même temps, comment rester dans cette ouverture et cette écoute sans pour autant prendre la souffrance des autres. C'est pas simple à répondre en un temps record, mais ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, un petit peu d'humour, mais si on est une éponge, ça va mal se passer. Si on est une éponge, évidemment, si on reçoit que des gens qui vont mal, parce qu'en général, quand ils viennent, c'est parce qu'ils ne vont pas très bien, ce qui est normal aussi. Enfin, voilà, faut pas être étonné. Faut pas être étonné. Donc, évidemment, et si moi-même, je suis une éponge, à la fin de la journée, je vais m'écrouler. Et voire même, je connais aussi beaucoup de thérapeutes, quels qu'ils soient, d'ailleurs, dans le côté psy, dans le côté large, qui ne tiennent pas le coup à un moment donné parce que évidemment c'est plus possible quoi. C'est plus possible parce qu'ils prennent tout le mal-être des autres. C'est la même chose, être une éponge de ceci, de cela, le mal-être pour que ça soit plus simple à aborder. Prenons ce mot. Donc tout le mal-être que j'entends, je me le prends. En fait non, je me le prends pas. Je me le prends pas. Ça résonne en moi, toujours la même chose. Ça résonne en moi. Et si j'ai fait un travail suffisant, je ne serai pas atteint. Si je n'ai pas fait ce travail, je serai atteint. Parce que là, je serai une éponge, c'est évident. Pourquoi est-ce que je vais penser que ce sont toujours mes patients qui viennent me voir, qui m'enfoncent quelque part? Ils vont mal, donc je vais mal, comment je peux faire pour me protéger? Mais la personne qui va mal, je ne vois pas pourquoi je prendrais son mal. Son mal-être, ça ne s'attrape pas comme un rhume. C'est juste une résonance. Juste cela. Mais quel partage, bien sûr. C'est un partage. Et pour que je sois, on va dire, un excellent thérapeute, il faut que la première chose, que je puisse entendre le pire, j'allais dire, régulièrement, pour pouvoir être à la hauteur de la réponse, plutôt de la contre-résonance que je dois donner. Mais si la personne va mal, c'est normal puisqu'elle vient me voir pour ça. Si moi-même je suis une éponge, eh bien je prends son mal. Souvent les gens vous disent mais je prends le mal des autres. Persuadé que c'est vrai. Alors c'est vrai dans le sens où la personne va mal aussi, ça on est d'accord. Mais la personne n'a pas pris le mal de l'autre, parce que ça ne s'attrape pas comme un rhume, comme je dis, mais simplement par la résonance. Donc ça veut dire très concrètement que si j'écoute quelqu'un et que moi je vais mal, ça veut dire qu'il faut que je travaille parce qu'il redéclenche le même mal-être que j'ai en moi-même. Et que je n'ai pas réglé. Et que je n'ai pas réglé, bien sûr. Et c'est tout. Et tout est là. Alors, nous, évidemment, on ne peut pas régler ça comme ça non plus. Ni attendre l'éveil pour être thérapeute. Bon. Mais ce que l'on peut dire, pour que ça soit beaucoup plus simple, qu'est-ce que cette personne pourrait faire? Eh bien, ce sont, moi je ne sais pas ce que la personne fait, mais nous, ce que nous faisons, c'est la même chose. Les gens viennent nous voir et puis nous exposent leurs difficultés.
on est payé pour ça quand même, bien. Donc c'est normal, c'est logique. C'est comme un médecin qui dit que toute la journée, je vois que des souffrants. Bah oui. En général, c'est le cas. Mais à un moment donné, il est évident que je vais tomber par terre, quoi. Si tout le malheur des autres, je l'ai encore en moi. Ça redéclenche en moi les mêmes choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc nous, on a quelque chose qui est excellent. C'est une méditation spécifique qui permet justement d'arrêter nos mécanismes personnels. Tu as compris ça. Nos mécanismes personnels, non pas le mécanisme des autres, parce que les autres, leur mécanisme, il est là. Mais que moi, je ne raisonne pas dans cette partie difficile. Donc il y en appelle la méditation qui va arrêter momentanément cette difficulté de mal-être que je vais ressentir. Et je vais pouvoir justement écouter les gens, pratiquer, si tu préfères, pratiquer avec évidemment, non pas un écran qui me fait une bulle psychologique qui me ferait ne pas voir l'autre, bien sûr que si, mais ne pas raisonner dans la méditation, c'est que la méditation, la résonance méditative prenne la place de la résonance du mal-être qui me déclenchait. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que si finalement, dans cette dualité, il n'y a que deux réponses à donner, soit on se ferme en fait. Et si on est fermé, en tant que professionnel de la relation d'aide, on se blinde. On se blinde pour ne pas souffrir, mais en même temps, on n'est pas disponible à l'autre. Donc l'autre qui est venu aussi chercher des réponses, qui souhaite aller mieux, va pas rester dans le sens où il va se dire c'est pas pour moi. Alors c'est peut-être pas le professionnel qu'il me faut, c'est peut-être pas la pratique qu'il me faut d'ailleurs, mais voilà. Donc ou alors on s'ouvre, mais si on n'a pas une pratique qui permette de pas soi-même tomber dans sa propre résonance de mal-être, et bien dans cette ouverture, quelque part, tu disais tout à l'heure, on va se noyer avec l'autre. On va se noyer avec l'autre. Ça, pour se comprendre, on va se comprendre. Mais oui, pas dans le bon sens, quoi. Quand tu vas voir un médecin et puis qui te sculpte et qui dit moi c'est pire et j'y arrive pas, ça fait pas tellement confiance, quoi. Non. Donc sans penser à autre chose. Enfin, il faut quand même être professionnel. C'est un métier. C'est un métier. C'est plus qu'un métier, bien sûr. C'est vraiment une passion quand même. C'est quelque chose d'exceptionnel de s'occuper de l'autre. Mais c'est un métier dans le sens du travail que l'on a effectué, bien sûr. Oui, d'ailleurs, je retiens deux choses par rapport à ce que tu viens de dire pour pouvoir faire ce métier. Il faut déjà avoir une pratique qui fonctionne parce que en accord avec notre fonctionnement naturel d'être humain. Bien sûr. Et puis, on ne peut pas se former ou s'autoproclamer en 6 jours, en fait, et se dire thérapeute, comme on le voit malheureusement, nous, dans les déviations de notre pratique, en fait. C'est juste impossible, en fait. Parce que, comme la personne me remet en route dans ma résonance, tout ce que je vais produire intérieurement en termes de pensée, et les conseils que je peux être amenée à donner, en fait, ça va être que mes propres problèmes que je vais donner à l'autre, en fait. Absolument. Donc c'est là où il peut y avoir... Mes fantasmes. Ou mes fantasmes. Tout à fait. Et mes fantasmes. Et en fait, c'est ça aussi notre difficulté dans ce métier, c'est-à-dire que n'importe qui peut mettre sa plaque dans n'importe quel métier non conventionnel. Il y en a 400, donc voilà. On peut se dire telle chose, telle chose, telle chose, alors qu'on n'a absolument rien fait ou une journée ou deux. Alors ce qu'on appelle, bien sûr, si dans notre pratique, si on est formé en quelques jours, ça s'appelle de la toute-puissance. Alors, la toute-puissance, ça se règle aussi en cabinet. Même Don Juan n'en peut plus, quoi. Donc il a passé le cap, Non, mais cette toute-puissance, c'est très dangereux. Parce qu'il est évident que, étant donné qu'il n'y a pas... de nomenclature qui va évidemment sélectionner sur un plan très stratégique un métier d'une façon solvable, n'importe qui peut s'autoproclamer ce qu'il veut, en 6 jours ou en 2 jours ou en 5 minutes ou en rien du tout. À partir de ce moment-là, étant donné qu'on n'aura pas de contraintes, parce que tu comprends bien que si tu veux être prof de mathématiques ou de philosophie, il y a quand même des règles. Et là, évidemment, vu que c'est étatisé, très vite, il y a des thèses là-dessus, on va vous dire, vous êtes un peu léger. Là, il n'y a rien. Donc la personne peut s'autoproclamer ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Et c'est ça le danger. C'est ça le grand danger. Ça ne veut pas dire par là que tous les gens qui font ça sont des charlatans, pas du tout. Mais on peut l'être facilement,
et surtout si on n'a pas fait un travail extrêmement profond, Oui. tout simplement. Oui, sans être charlatan, on peut être insuffisamment formé. Et mais il y a des gens aider qui l'autre sont... à plus s'enfoncer. mais il y a des gens au lieu qui ne d'en sont pas sortir. charlatans du tout, Oui. et qui se disent, ben moi je peux soigner parce que j'ai tellement d'amour, ça suffit. Oui. Non, ça suffit pas. Hein. Oui. Voilà, c'est pas sûr. On peut aimer les gens, quelqu'un se noie, je plonge. Seulement, je ne sais pas nager, ça fait un mort. Non, ça en fait deux avec la personne. Avec à plonger. Voilà. Et ça ne suffit pas. La personne se noie là dans sa vie. Moi, je suis quelqu'un, d'un seul coup, bon, j'ai fait 3 jours de formation à l'extérieur avec monsieur ou madame Intel. J'ai lu 2 livres sur le Dalai Lama. Je vais aller le sauver. Et puis j'ai eu des coups durs dans ma vie. Oui, donc je sais j'ai eu des coups durs dans ma vie, je sais ce que c'est. Voilà. En fait, ce que je suis en train de prendre, c'est la place de Superman. Je vais me soigner en voulant soigner les autres, alors que je ne suis pas encore soigné. Donc c'est encore une projection sur l'extérieur. C'est terrible. D'accord. Alors justement, tu as abordé, tu disais que nous, dans notre pratique, on a des méditations spécifiques qui permettent le temps de cela, de ne pas partir dans sa propre résonance de mal-être. Donc j'ai une 8e question pour toi, en fait, là qui est centrée sur ce que l'on trouve en formation de rékiologie, puisque nos élèves demandent souvent dès le module 1 de praticiens en rékiologie, ce qui nous permet, donc dans la rékiologie, de ne pas se laisser atteindre par la souffrance de l'autre quand on pratique. Quand tu dis on a des méditations spécifiques, si tu pouvais, sans dévoiler évidemment... on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais qu'est-ce que concrètement la méditation, oui, en quoi ça va aider la méditation à ne pas partir dans sa résonance de mal-être? Pour faire court, en fait, on est très très mal souvent dans notre vie parce que nous fonctionnons en dualité. Je ne reviens pas là-dessus. Ou plutôt, il faudrait des journées pour bien comprendre. Bon, on ne peut pas aller plus loin ce soir. Dans cette dualité, il y a 2 pôles. Et dans ces 2 pôles, évidemment, entre ces 2 pôles, il y a ce qu'on appelle l'énergie. C'est-à-dire l'énergie est tirée, soit dans un bon sens, soit dans un très mauvais sens. Et j'essaye toujours que ça soit dans le meilleur sens. Mais ça ne dure pas. Donc, c'est sans arrêt. En fait, évidemment, étant donné qu'il faut qu'on passe de cette dualité intérieure à cette unité intérieure, quand les 2 pôles, par exemple, quand je vais mal, quand je souffre, par exemple, nous on parle que de souffrance, comme tu le sais, mais c'est par exemple une douleur physique, si je ne veux pas que cette douleur physique soit là, plus je ne veux pas qu'elle soit là, plus elle est grande intérieurement. Et si je me rapproche d'elle, au fur et à mesure, si j'y arrive, me rapprocher d'elle, elle va disparaître. Parce que ce sont les 2 pôles entre les 2 qui va permettre cette souffrance. Donc la souffrance, c'est entre les 2 pôles. Maintenant, c'est l'écart entre les 2 pôles. C'est l'écart. Entre ces 2 pôles, si les pôles... Alors, plus je ne veux pas que cela, plus je vais avoir mal. Parce que le mal-être, c'est uniquement émotionnel. À partir de ce moment-là, plus je suis dans l'émotion, et plus ce mal-être, cette souffrance, cette douleur me gagne. Alors, si je me rapproche d'elle, alors bien sûr, c'est un art, pas la méditation. Il ne s'agit pas de se rapprocher d'elle, qu'est-ce que je t'aime? Non, non plus. C'est vraiment un rapprochement de ces 2 pôles qui va permettre l'arrêt, pour l'instant, simplement dans la méditation, de ces 2 mécanismes antagonistes, évidemment, où il y a entre ces 2 pôles, évidemment, ce mal-être, cette douleur, cette souffrance qui va prendre place. Il est évident, cette souffrance, quand je pratique, moi, sur une personne, il peut me déclencher, parce qu'il y a les résonances des 2 côtés. Il y a ma résonance à moi et la résonance de mon consultant, de mon patient, qu'on appelle en médecine. Bien. Alors que nous, ce sont des consultants. À partir de ce moment-là, il est évident que si ça me remet moi-même dans cette, avec l'entretien, par exemple, que l'on a eu, me remet moi-même dans cette difficulté, je vais être mal pour pouvoir pratiquer. La méditation va arrêter ce mécanisme, le temps de la méditation. Mais ça va me permettre, d'une part, moi-même, d'arrêter on peut dire,
cette souffrance intérieure que l'autre non pas m'a provoquée, mais que moi-même j'ai remis en place avec sa propre résonance de mal-être a remis en place ma propre résonance de mal-être en moi. Donc pour arrêter ma propre résonance de mal-être, et non pas celui de l'autre, eh bien je vais justement faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais pratiquer cette méditation qui est très subtile, il faut quand même faire des cours, parce que je ne peux pas, il faut s'entraîner, etc., comme tu connais, va arrêter ce processus et va me mettre dans une unité. Et donc dans cette unité, là ce n'est pas une protection, c'est quelque chose de réel que je vais vivre. Dans cette unité s'arrête enfin ce mal-être. Voilà, et ça me permet de rebondir avec la définition du mot Reiki, qui veut dire la force de l'esprit. C'est justement ça, la force de l'esprit, c'est de ne pas se laisser emmener par les autres dans des résonances de mal-être, de ne pas se laisser emmener par soi-même dans sa propre résonance de mal-être, c'est d'avoir acquis en fait et développé cette force intérieure qui fait que voilà, on ne cesse pas emmener n'importe comment, n'importe où. Et la reikiologie, c'est l'étude de la force de l'esprit, c'est tout l'enseignement professionnel qui va avec ces explications. Absolument. Et pratique à l'appui aussi, parce que le but, c'est de pouvoir vérifier qu'on fonctionne vraiment comme ça, en fait. Absolument, tout à fait. Ok. Très bien. Alors, on va terminer avec une dernière partie. Comme on a parlé d'éponge, il y a des personnes, en fait, qui connaissent le Reiki, puis qui ont été confrontées à ce qu'elles appellent des énergies négatives dans le Reiki. Et donc, j'ai retenu aussi 2 questions, en fait, par rapport à ça. Donc, la première, c'est de Valérie, qui nous écrit « Je crois avoir eu affaire à une dérive du Reiki. Le maître Reiki m'a dit que je devais enlever mes énergies négatives avant de canaliser l'énergie universelle chez le receveur. Il m'a dit que je posais trop de questions et que je devais y croire pour être réceptive. Comment faire pour enlever les énergies négatives dans le Reiki ?» Alors d'abord, faut quitter les maîtres de Reiki. La force même des mots, vous voyez, tu vois, la force des mots peut provoquer des choses. Hein. D'abord, c'est pas... chez nous, il n'y a pas de maître de Reiki, hein. Maître de l'énergie spirituelle. Faut de nombreuses années, comme des grands maîtres, pour pouvoir se dire maître de quelque chose. Nous, quand on dit maître praticien, ce genre de choses, c'est comme si on disait maître pâtissier, maître cuisinier, maître tapissier, enfin voilà quoi, dans le sens de bien maîtriser sa pratique, bien sûr. Maître de Reiki, ça sent déjà les choses qui ne sont absolument pas dans la déontologie, hein, évidemment. Bon, là, on est dans le New Age, etc. Et en plus, si ce maître de Reiki dit que voilà, il y a des énergies négatives, c'est qu'il ne connaît vraiment pas son métier, comme on dit. Bon. En fait, il n'y a jamais eu d'énergie négative. C'est bien pour ça qu'il faut faire très attention, pour ne pas vouloir enlever les énergies négatives aux personnes. Tout ça, c'est du fantasme. Il n'y a jamais eu d'énergie négative. En fait, l'énergie, on n'a pas le temps de donner les nomenclatures de l'énergie ici, c'est pareil que ça prendrait trop de temps, mais l'énergie, si on prend une énergie simple, prenons une énergie physique, pour mieux comprendre ce que je vais dire. Une énergie qui est évidemment tout simplement l'électricité, par exemple, voilà, qui passe dans un tube et puis il y a une prise à la fin. Eh bien, cette énergie, quelle qu'elle soit, là, on parle d'une énergie matérielle. Matérielle, hein, pour que ça soit bien compréhensif. L'énergie, l'énergie matérielle, on voit la Lune par exemple, eh bien cette énergie, elle n'est ni positive ni négative. Elle est. Pourquoi ? Parce que si on met les doigts dans la prise, ça risque de faire un mort. Et là, on dira que c'est une énergie négative. Par contre, si on branche un appareil pour sauver la personne avec le cœur qui repart, ça serait une énergie magnifique. Parce que c'est vrai, la même énergie, un jour a fait la tête et le lendemain elle va mieux. Elle est gentille. Elle choisit ses victimes. Elle choisit ses victimes en plus, bien sûr. Non, il n'y a pas d'énergie ni positive ni négative. Mais il y a évidemment, c'est une évidence, un positionnement intérieur où on peut diriger son énergie positivement ou négativement. Mais il n'y a pas. Mais l'énergie par elle-même n'est ni négative ni positive. Alors ça, c'est vraiment important, parce que beaucoup de gens viennent me voir en disant « j'aimerais avoir des énergies positives ». Mais ça n'existe pas. Ça va dépendre de ce que la personne veut en faire. Une énergie négative pour la personne, par exemple, c'est être en dépression.
C'est une énergie basse, la dépression. Être complètement en haut, évidemment, c'est pas mieux non plus. Péter les plombs, comme on dit vulgairement, c'est pas mieux non plus. C'est une stabilité, mais l'énergie par elle-même est la même. Que ce soit en bas, en haut, etc., c'est la même. Ça reste de l'énergie. C'est la direction par mon esprit de cette énergie qui va prendre un effet positif ou négatif. Mais il n'y a jamais eu d'énergie positive ou négative. Oui, c'est l'utilisation que je fais de mon énergie Bien sûr. qui fait que ça se retourne contre moi ou pas, en fait. Absolument. Tout à fait. Voilà, très bien. Et une dernière question de Marie. Quand je donne un soin Reiki, je prends toutes les énergies négatives du receveur, même en me lavant les mains et en nettoyant les pierres avec de l'eau. Est-ce que, alors j'ai enlevé le nom de la personne parce qu'elle avait nommé, donc je dirais, est-ce que Monsieur X m'a mal formé? C'est pas qu'il a mal formé, il l'a déformé. C'est pas, non, un peu d'humour parce que c'est pas méchant, c'est voilà. Mais non, c'est pas, ça marche pas comme ça, c'est le problème. La personne, elle est honnête, celle qui vient vous voir. Elle vous dit, voilà, quoi, je ressens des énergies négatives, c'est sa façon de parler, c'est sa façon d'être, ce qui est normal. Mais il faut la rassurer. Il faut connaître le fonctionnement humain, vraiment, pour bien comprendre la chose. En fait, la personne, tu peux me redire peut-être Oui, bien sûr. Quand je donne un soin Reiki, donc c'est quelqu'un qui fait du Reiki. Alors d'abord, un soin Reiki, juste une parenthèse, il n'y a pas de soin Reiki. Le soin, c'est soigner. Alors que nous, on est dans cette pratique, c'est dans le sens prendre soin de la personne, éventuellement. Mais il n'y a pas un soin Reiki. Oui, ça on ne soigne pas les gens avec le Reiki. C'est important de le rappeler, en fait. Sinon, ça peut conduire à des dérives thérapeutiques, c'est une dérive à ce moment-là, bien sûr. Et les gens vont croire que le Reiki, c'est fait pour les soigner, et ça va les détourner de la prise de traitement médicamenteux, alors que ça n'a jamais été fait pour ça, la pratique du Reiki. Jamais. Donc elle disait, quand je donne un soin Reiki, je prends toutes les énergies négatives du receveur. Alors elle se lave les mains et elle nettoie les pierres avec de l'eau. Oui, ça prouve que cette personne n'a pas suffisamment travaillé sur elle, tout simplement, parce que il est évident que, enfin, je parle de la personne qui est thérapeute. Hein, c'est bien ça dont on parle. Donc, pourquoi? Parce qu'il est évident que ça... J'ai tellement vu de personnes se dire thérapeute et au bout de 2 jours, passer 3 jours à l'hôpital, tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont très souvent fragiles et qui pensent par leur fragilité, parce qu'ils sont très fragiles intérieurement, parce qu'ils comprennent certaines choses, qu'on peut être thérapeute comme ça, du jour au lendemain. Mais c'est un travail énorme. Un travail énorme. Nous, c'est quelques mois quand même. Voilà, c'est pas en 5 minutes ou en 10 minutes qu'on peut avoir toute cette connaissance, et cette connaissance approfondie en plus, et une connaissance aussi accompagnée de pratique. C'est pas rien. Alors que là, on retourne dans les questions précédentes. Ben, la personne, tout simplement, dès que quelqu'un va mal, elle prend le mal de la personne. Enfin, elle se remet en route. Voilà. Elle ne prend pas le mal de la personne. C'est elle-même qui se remet en route par la résonance de l'autre. L'autre, par exemple, si elle va mal, la personne, elle va mal aussi. Et par sa résonance en disant « voilà ce qui m'est arrivé », etc. Et puis des fois, c'est dramatique. Donc la personne, elle prend tout ça et elle redéclenche en elle toutes ses difficultés. Mais en fait, ce sont ses propres difficultés. Alors, quant aux pierres, évidemment, c'est un très beau prénom. Mais en tous les cas, ce n'est pas en lavant les pierres que les pierres vont s'ingurgiter. La pierre résonne elle-même là où elle en est. Mais il n'y a pas de pierre de toute façon. La pratique Mais non, il n'y a pas de pierre dans le Reiki de toute façon. Bien sûr que non. C'est une déviation, bien sûr. Oui, d'accord. C'est encore un process extérieur pour faire croire que c'est l'extérieur qui vous a emmené là-dedans et c'est l'extérieur qui va vous rendre heureux. D'accord. C'est toujours la même chose. D'accord. Si on appelle ça, c'est une croyance. Et ça marche jamais. Non, mais ça marche tant qu'on y croit, en fait. Bah, évidemment. Donc c'est ça l'effet placebo. Enfin, ça marche tel qu'on y croit. Plutôt, ça marche pas à un moment donné. Et vu qu'on y croit, on va voir quelqu'un d'autre qui a encore une source extérieure. Puis encore quelqu'un d'autre d'une source extérieure. Puis encore quelqu'un d'autre d'une source extérieure. C'est le zapping thérapeutique, ce qu'on appelle. Alors, les pierres bleues, ça marche pas. On va voir les pierres rouges. Hein? Et puis, évidemment... ça n'a pas de peau, pierre. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de pierres qui vont être évidemment miraculeuses ou autres. Ça, alors bien sûr, dès qu'il y a un peu de placebo, on y croit. Et dès qu'on y croit, ça va un peu mieux. Pour combien de temps? La preuve,
les personnes que je rencontre, des fois, très souvent, mais chez moi ou autre part, sont des personnes qui ont fait 5, 10, 15, 20 pratiques. Ça marche jamais. Ça dépend ce qu'on fait. Si c'est une source extérieure, quelle que soit la source, qui va nous rendre heureux, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera, mais un certain temps, puis à un moment donné, ça s'arrêtera. Et pourquoi ça marche? Parce que le discours de la personne, qui lui-même est en dualité, vous parle profondément. Il nous remet en route dans notre dualité, en fait. Donc on est content. Donc on va croire en lui. C'est ce que font les sectes. La personne parle d'une façon très duelle, mais que du côté magnifique. Bah, les gens viennent, évidemment. Tout simplement. D'accord. Parce que c'est la personne, c'est le grand maître qui va rendre les autres heureux. Ça se saurait depuis longtemps. Et le Dalai Lama, quand on va le voir pour ça, avec son humour particulier, il trouve toujours un rituel à faire en disant à la personne, allez, tu fais ça pendant 20 ans et après ça ira un peu mieux. Voilà le secret des choses. C'est un travail, tout simplement. Le reste n'est que fantaisie. Mais c'est comme ça. Parce que la dualité appelle la dualité. Et comme il pense comme moi, c'est forcément quelqu'un de bien. Vous allez mal, vous êtes, oh là là, je sais pas, vous avez eu des problèmes affectifs, qui n'en a pas eu. Vous avez eu telle chose, qui n'en a pas eu, etc. Moi, j'ai la solution miracle, et qui vient de moi, donc de l'extérieur. Ah bon? Attention, ça peut faire des drames. Oui, dans le sens où généralement les personnes qui viennent sont déjà en souffrance psychologique. Donc, dans tout est bon à prendre. Voilà. Dans cette souffrance, on n'a pas forcément le discernement nécessaire. Absolument. Pour justement ne pas partir dans ce genre de discours. Absolument. Donc c'est là où les gens sont particulièrement fragilisés. Parce que quelqu'un qui va bien dans sa vie, bon, ben, il sourira puis il continuera son chemin. Mais la personne qui est fragilisée cherche une réponse, elle. Et a absolument envie, quoi qu'il arrive, de se sortir de cette souffrance et est prête à tout entendre, donc à suivre n'importe qui. Dès que comme elle est évidemment fragilisée très profondément, le discours de l'autre correspond à son discours intérieur, puisqu'elle est en dualité très profonde, et l'autre aussi, de toute façon. Donc à partir de ce moment-là, ça match. C'est ça le drame. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très dangereuses, en fait. Qu'elles soient des escrocs ou pas. Le problème n'est pas là, d'ailleurs. C'est que de toute façon, elle va faire des dégâts. Voilà, tout simplement. Très bien. Voilà, j'en ai fini avec mes questions pour ce soir. Je te remercie pour toutes ces réponses et toutes merci ces informations. Merci à toi, merci à vous aussi. Et puis j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses ce soir sur notre fonctionnement et peut-être de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui fonctionnent et d'autres moins. Voilà, tout simplement. Voilà. Et à bonne résonance, à bientôt. Une excellente soirée à tous. Merci de votre écoute. Au revoir.